Le vent dans les saules de Kenneth Grahame, chapitre 9. Tout le monde sur la route. Lecture par Christophe Tabar. Ra était agité sans savoir pourquoi. Selon toutes les apparences, les pompes de l'été étaient à leur apogée. Dans les terres labourées, la couleur verte avait été remplacée par des tons dorés. Les sorbiers s'étaient couverts de baies rouges. Les bois étaient tachés çà et là d'un fauve ardent. Cependant, la lumière et les couleurs étaient toujours aussi brillantes. On ne sentait aucun frisson précurseur du changement de saison. Mais le concert permanent des vergers et des haies se réduisait à présent à ces vêpres occasionnelles, chantées par des exécutants infatigables, bien que peu nombreux. Le rouge-gorge commençait une fois de plus à s'imposer. Il y avait dans l'air comme un vent de changement et de départ. Le coucou était naturellement resté silencieux pendant longtemps, mais bien d'autres camarades à plumes, absents depuis des mois du paysage familier avec ses hôtes habituels, manquaient eux aussi. On aurait dit que les rangs se clairsemaient. Ra, toujours à l'affût du moindre mouvement dans la jante ailée, vit la tendance à l'émigration vers le sud se faire chaque jour plus nette. Même le soir, quand il était couché, il se figurait qu'il pourrait, lui aussi, percevoir, passant au-dessus de sa tête, le battement et le frémissement des rémiges impatientes, obéissant à cet appel péremptoire. Comme les autres, le grand hôtel de la nature a ses saisons. Lorsque les clients se mettent les uns après les autres à faire leurs valises, à payer, à s'en aller, lorsque le nombre de chaises occupées autour de la table d'hôte diminue lamentablement à chaque repas, que des appartements sont fermés, des tapis roulés, les serveurs congédiés, alors ceux qui sont pensionnaires à titre permanent ne peuvent, en attendant la réouverture complète de la saison suivante, se défendre d'être affligés par cette atmosphère de départ et d'adieu. Ces discussions passionnées sur des projets, des itinéraires, de nouveaux lieux de séjour, cette diminution quotidienne du nombre de gens avec qui sympathiser. On devient instable, on est déprimé, on aurait tendance à se disputer. Pourquoi cet irrésistible besoin de changement? Pourquoi ne pas rester bien tranquillement, comme nous, là où l'on se trouve, et y passer du bon temps? Vous ne savez pas ce qu'est cet hôtel hors saison. Comme nous nous amusons bien entre nous, nous qui restons et assistons à la fermeture. Tout cela est bel et bon, répondent invariablement les autres. Nous vous envions. Une autre année peut-être, mais pour le moment nous avons des engagements. L'omnibus nous attend devant la porte. Nous n'avons plus le temps. Ils partent donc avec un sourire et un petit signe de tête, et ils commencent à nous manquer. Nous sommes froissés. Ra se suffisait à lui-même. Il était attaché à la terre. Peu lui importait si les autres s'en allaient. Lui restait. Cependant, il ne pouvait s'empêcher de remarquer ce qu'il y avait dans l'air et d'en ressentir l'influence jusque dans la moelle de ses os. Il était difficile de s'occuper sérieusement de quelque chose dans cette atmosphère de départ. Abandonnant le rivage, où les joncs étaient drus et hauts dans un courant qui baissait et se ralentissait, il errait plutôt dans la campagne, traversait parfois tel pâturage déjà desséché et poussiéreux, se perdait dans le domaine des blés mûrs, dorés, ondulants, hanté de légers murmures, toujours animé d'un mouvement. Il aimait se perdre à travers la forêt des tiges robustes et rigides qui déployaient au-dessus de sa tête le dais de leurs épis d'or. Un dais qui ne cessait de s'agiter, de miroiter, de murmurer doucement, ou bien de se coucher sous un coup de vent particulièrement violent pour se redresser soudain dans un joyeux éclat de rire. Là aussi il avait beaucoup de petits amis, une société qui se suffisait à elle-même. Ils menaient une vie très occupée, mais ils avaient toujours un moment de loisir pour bavarder et échanger des nouvelles avec un visiteur. Ce jour-là, cependant, bien que fort polis, les souris des champs et des moissons semblaient préoccupées. Un grand nombre d'entre elles creusaient des galeries. D'autres, réunies par petits groupes, examinaient les plans de petits appartements étudiés pour répondre à leurs désirs et de faibles superficies, tout en étant commodes, situés en outre à proximité des magasins. Quelques-unes traînaient des malles poussiéreuses et des paniers de voyage.
d'autres étaient déjà plongés dans leurs travaux d'emballage, tandis que partout, des tas de blé, d'avoine, d'orge, de faine et noix étaient préparés pour le transport. « Ce cher vieux raton !» s'écrièrent-elles dès qu'elles le virent. « Viens nous prêter la main, ne reste pas là à ne rien faire. »« À quoi jouez-vous » demanda Rat avec sévérité. « Vous savez bien qu'il n'est pas encore temps, et de loin, de penser à prendre ces quartiers d'hiver. »« Oh oui, nous le savons, » expliqua une souris des champs un peu honteuse. « Mais il vaut toujours mieux se mettre en avance, n'est-ce pas? Il faut vraiment que nous ayons retiré tout notre ameublement, nos bagages et nos stocks, avant que ces affreuses machines ne se mettent à faire leur bruit de ferraille dans les champs. Aujourd'hui, comme vous savez, les meilleurs appartements sont très rapidement occupés. Et si vous n'êtes pas dans les premiers, vous devez vous contenter de n'importe quoi. Et le logement qu'on vous propose a besoin de tant de réparations avant que vous puissiez emménager. Bien sûr, nous sommes en avance, nous le savons, mais nous faisons nos premiers préparatifs. « Au diable, les préparatifs, dit Rat. Il fait une journée splendide. Venez faire une partie de canot, ou une promenade le long des haies, un pique-nique, n'importe quoi. »« Merci beaucoup, mais pas aujourd'hui, » se hâta de répondre la souris des champs. « Peut-être un autre jour, quand nous aurons plus de temps. » Rat eut un grognement de mépris, fit demi-tour pour s'en aller, mais trébucha sur une boîte à chapeau et tomba par terre en faisant des remarques qui manquaient de dignité. « Si les gens faisaient un peu plus attention, dit une souris des champs sur un ton plutôt pincé, et regardez où ils mettent les pieds, ils ne se feraient pas de mal, et ils ne se laisseraient pas aller à jurer. Attention à ce fourre-tout, raton, tu ferais mieux de t'asseoir quelque part. Dans 1 heure ou 2, nous serons peut-être libres de nous occuper de toi. »« Vous ne serez pas libre, comme vous dites, avant Noël, je vois ça d'ici, » répliqua Rat d'un air maussade en sortant du champ. Plutôt découragé, il retourna à sa rivière, sa vieille rivière fidèle, au cours régulier, qui, elle, ne faisait jamais ses bagages, ne s'en allait pas, ne prenait pas ses quartiers d'hiver. Il aperçut une hirondelle perchée dans les osiers qui bordaient la rivière. Une autre ne tarda pas à venir la rejoindre, une troisième. Sans cesser de s'agiter sur leurs branches, les oiseaux parlaient à voix basse, très sérieusement. « Quoi, déjà ?» dit Rat en allant vers elle. « Qu'y a-t-il d'urgent ? Je trouve cela tout simplement ridicule. »« Oh, nous ne sommes pas encore partis, si c'est de cela dont vous voulez parler, » répondit la première hirondelle. « Nous sommes seulement en train de dresser les plans et de faire des arrangements. Nous parlons, comprenez-vous, de l'itinéraire que nous emprunterons cette année, des endroits où nous ferons étape, et ainsi de suite. C'est déjà la moitié du plaisir. »« Du plaisir ? Ça alors je ne comprends pas, » dit Rat. « S'il vous faut quitter cet endroit agréable, vos amis qui vont s'ennuyer de vous, vos intérieurs douillés que vous venez à peine d'installer, eh bien, quand le moment arrivera, je ne doute pas que vous partiez avec courage, que vous affrontiez bravement tout l'ennui du changement, l'inconfort et la fatigue d'un déménagement, que vous fassiez semblant de ne pas être trop malheureux, c'est bien, mais que vous ayez envie d'en parler, ou même d'y penser avant que ce ne soit absolument nécessaire. »« Non, vous ne comprenez pas, et c'est naturel, » dit la seconde hirondelle. « Tout d'abord, nous sentons naître au fond de nous-mêmes une inquiétude, qui n'est pas sans charme. Puis les souvenirs reviennent un par un, comme les pigeons voyageurs au pigeonnier. Ils voltigent dans nos rêves, la nuit, ils volent à côté de nous quand nous décrivons nos cercles dans la journée. Nous sommes avides de nous enquérir les uns des autres, de comparer en hâte les notes que nous avons prises, et de nous assurer que c'était vrai, tandis que les parfums, les bruits, les noms de lieux oubliés depuis longtemps nous reviennent et nous font signe. « Vous ne pourriez pas renoncer au départ pour cette année seulement ?» suggéra Radeau, qui semblait le souhaiter vraiment. « Nous ferions tout notre possible pour que vous vous sentiez chez vous. Vous n'imaginez pas les bonnes journées que nous passons ici quand vous êtes au loin. »« J'ai essayé 1 année de rester, » dit la troisième hirondelle. « J'avais pris en telle affection l'endroit où nous étions que le moment venu, je suis resté en arrière et j'ai laissé les autres partir sans moi. Pendant quelques semaines, tout a bien marché, mais ensuite, comme ces nuits interminables sont lassantes, et ces journées glaciales sans soleil, l'air si froid et humide, pas un insecte sur 1 kilomètre carré. Non, ça ne pouvait pas aller.
Le courage m'abandonna, et par une nuit froide et venteuse je suis parti. J'ai fait beaucoup de chemin à l'intérieur des terres en tirant parti des violents vents d'Est. Il neigeait dru quand j'ai franchi le défilé des hautes montagnes, et il m'a fallu lutter énergiquement pour passer au travers. Mais je n'oublierai jamais ma joie en sentant à nouveau la chaleur du soleil sur mon dos, tandis que je volais au-dessus de lacs si bleus, si calmes, que je plongeais pour m'en rapprocher, et le goût du premier insecte bien gras que j'ai pu me mettre dans le bec. Le passé n'était qu'un mauvais rêve. L'avenir, ce n'était plus que d'heureuses vacances. Tandis que je m'avançais de semaine en semaine vers le sud, sans me fatiguer, paresseusement, en flânant autant que j'en avais envie, mais sans cesser d'écouter l'appel. Non, l'avertissement m'avait suffi. Je n'ai jamais songé, depuis, à désobéir. « Ah oui, l'appel du Sud, pépiaient les deux autres d'un air rêveur. Ses chants, ses couleurs, son ciel radieux. Oh, tu te rappelles? Et oubliant la présence de rats, elles se laissèrent porter par le courant de leurs réminiscences. Et lui écoutait, fasciné, le cœur en émoi. Pour la première fois, il sentait vibrer en lui une corde sensible dont il ne soupçonnait pas jusque-là l'existence. Le simple bavardage de ces oiseaux prêts à partir vers le sud, leur description pourtant peu colorée et de seconde main, avait le pouvoir d'éveiller en lui cette sensation nouvelle et violente qui le faisait frissonner de la tête aux pieds. Quel travail aurait pu faire en lui le contact avec cette réalité, être effleuré par le vrai soleil du midi, respirer une bouffée de son odeur véritable. Les yeux fermés, il eut un instant le courage de s'abandonner complètement à son rêve, et lorsqu'il jeta à nouveau les yeux sur la rivière, celle-ci lui parut glaciale et couleur d'acier, les champs gris et ternes. Puis on eût dit que son cœur loyal se mettait à protester contre une faiblesse qui le conduisait à trahir. Dans ce cas, pourquoi revenez-vous? Demanda-t-il aux hirondelles avec un semblant de méfiance. Que trouvez-vous d'attrayant à ce pauvre petit pays sans couleur? Croyez-vous donc, dit la première hirondelle, que nous n'entendions pas, la saison venue, un autre appel? Les prairies à l'herbe grasse, les vergers humides, les mares tièdes hantées par les insectes, le bétail qui broute, la fenaison, tous les bâtiments de ferme massés autour de la maison dont les avant-toits sont si parfaits. Imaginez-vous donc, demanda la deuxième hirondelle, être le seul à souhaiter de toutes vos forces réentendre le chant du coucou? Le moment venu, dit la troisième, nous ressentirons une fois encore le mal du pays, la nostalgie des nénuphars épandus à la surface calme d'un cours d'eau d'Angleterre. Mais aujourd'hui tout semble pâle, rétréci et très lointain. Déjà notre cœur bat à d'autres rythmes. Elles se remirent à pépier entre elles, et cette fois leur bavardage grisant avait trait à des mers violettes, à des sables dorés, à des murs fréquentés par les lézards. Toujours agité, Rat s'écarta une fois de plus, grimpa la pente qui s'élevait doucement en partant de la berge nord de la rivière et s'étendait en face du grand cercle formé par les landes barrant la vue vers le sud, qui n'avait jamais jusque-là cessé d'être son horizon, ces montagnes de la lune, la limite au-delà de laquelle il n'y avait plus pour lui rien qu'il se souciât de voir ni de connaître. Ce jour-là, pour lui qui regardait vers le midi et avec au fond de son cœur un besoin nouveau, le ciel serein qui surmontait cette longue suite de vallonnements semblait vibrer de promesses. Ce jour-là, ce qui ne se voyait pas était l'essentiel, l'inconnu, la seule et vraie réalité de la vie. De ce côté des collines était maintenant le véritable vide. De l'autre s'étendait le panorama grouillant et coloré que son œil intérieur apercevait si nettement. Quelle mer s'étendait au-delà, verte, bondissante, aux vagues frangées d'écume. Quel rivage baignait de soleil, le long desquels des villas blanches brillent au sein des oliveraies. Quel port tranquille où s'entassent de vaillants bâtiments en partance vers les îles pourpres où l'on récolte le vin et les épices, les îles émergeant à peine de mer tiède. Il se leva et descendit une fois de plus dans la direction de la rivière. Puis il changea d'avis et alla vers le nord du sentier poussiéreux. Là, à moitié enfoui dans la broussaille, sous la haie touffue qu'il abordait, il pouvait rêver de la route empierrée et de l'univers merveilleux auquel elle menait. À tous les voyageurs aussi qu'il avait peut-être suivis, aux aventures, aux fortunes, à la recherche desquelles ils étaient partis,
ou qu'ils avaient trouvées sans les chercher, là-bas, au-delà, au-delà. Il entendit un bruit de pas et vit se profiler la silhouette de quelqu'un qui marchait à grand-peine. C'était un rat couvert de poussière. En parvenant à sa hauteur, ce voyageur le salua avec une courtoisie qui faisait penser à un étranger. Il hésita un instant, puis, avec un sourire aimable, abandonna la piste pour venir s'asseoir à ses côtés sur le frais herbage. Il semblait fatigué. Raton le laissa se reposer sans l'interroger, comprenant un peu le sujet sur lequel roulaient ses pensées, sachant également le prix que les animaux attachent à la compagnie de quelqu'un de silencieux au moment où les muscles épuisés s'alanguissent et où l'esprit s'engourdit. Le voyageur avait un visage maigre aux traits burinés, ses épaules étaient plutôt voûtées, ses pattes longues et minces. Il avait des rides profondes au coin des yeux. À ses oreilles bien plantées et d'une jolie forme, il portait de petits anneaux d'or. Son tricot était d'un bleu passé. Son pantalon, rapiécé, constellé de taches, était d'un tissu à fond bleu, et il portait ses quelques affaires personnelles nouées dans un mouchoir de coton. Après s'être reposé un instant, l'étranger poussa un soupir, huma l'air et regarda autour de lui. C'était l'odeur du trèfle qu'on sentait dans cette brise tiède, observa-t-il. Et ce sont des vaches que nous entendons brouter derrière nous en soufflant doucement entre les bouchées. Il y a le bruit que font au loin les moissonneurs, et là-bas, se détachant sur le vert des bois, s'élève en une colonne bleue la fumée d'une cheminée. La rivière coule quelque part, non loin d'ici, car j'entends l'appel d'une poule, et je vois d'après la façon dont vous êtes bâti, que j'ai devant moi un marin d'eau douce. Tout semble assoupi, et cependant les choses suivent leur cours. C'est une bien belle vie que vous menez, l'ami, la meilleure qui soit au monde, sans aucun doute, à condition d'avoir la force nécessaire. Oui, c'est la vie, la seule possible, répondit Rat d'un air songeur, mais sans paraître aussi convaincu que d'habitude. Ce n'est pas exactement ce que j'ai dit, répondit l'étranger, sur ses gardes. Mais il n'y a pas de doute, c'est la meilleure. J'en ai goûté, je sais. Et parce que je viens juste d'essayer, pendant 6 mois, et que je sais que c'est la meilleure vie, me voici affamé, les pieds meurtris, en train de marcher pour en sortir, de marcher vers le sud, pour répondre au vieil appel, retourner à ma précédente existence, celle qui est la mienne, et qui ne me lâchera pas. En voilà encore un, se dit Rat. Puis il demanda, « D'où venez-vous au juste ?» Il osait à peine lui demander où il allait, car il lui semblait ne connaître la réponse que trop bien. « Une jolie petite ferme, » répondit le voyageur, laconique. « Là-bas, dans cette direction. » Il désignait le nord d'un mouvement de tête. « Mais n'en parlons plus. J'avais tout ce que je pouvais désirer. Absolument tout ce qu'on est en droit d'attendre de l'existence, et même davantage. Et je suis ici. Heureux tout de même de m'y trouver. Oui, heureux. Tant de kilomètres parcourus sur la route, tant d'heures de voyage qui me rapprochent du désir de mon cœur. » Ses yeux brillants restaient rivés à l'horizon. Il semblait prêter l'oreille à quelque bruit qui aurait manqué dans cette région éloignée de la mer, où l'on n'entend guère que la joyeuse musique des pâturages et des cours de ferme. « Vous n'êtes pas l'un des nôtres, vous n'êtes pas un campagnard, dira. Vous n'êtes pas non plus, il me semble, de ce pays. »« Exact, » répondit l'étranger. « Je suis un rat navigateur, c'est un fait, et le port auquel j'appartiens à l'origine est Constantinople, bien que, d'une certaine façon, je sois là aussi une sorte d'étranger. Vous aurez bien entendu parler de Constantinople, l'ami. Une belle ville, ancienne et glorieuse. Et vous avez peut-être aussi entendu parler de Sigurd, roi de Norvège, qui s'y est rendu avec une flotte de 60 navires. Lui et ses hommes sont passés à cheval dans des rues entièrement recouvertes en leur honneur d'un dais de pourpre et d'or. Vous avez pu entendre raconter que l'empereur et l'impératrice étaient venus assister à un banquet qu'il a offert à bord de son navire. Lorsque Sigurd est rentré dans sa patrie, un grand nombre de Norvégiens de son escorte sont demeurés dans le pays et sont entrés dans la garde personnelle de l'empereur. Mon ancêtre, natif de Norvège, resta lui aussi, avec les bateaux dont Sigurd lui avait fait don. Nous avons toujours été marins dans la famille. Rien d'étonnant à cela.
En ce qui me concerne, je ne me sens pas plus chez moi dans la ville de ma naissance que dans n'importe quel port agréable situé entre ici et la Tamise. Je les connais tous, comme ils me connaissent. Déposez-moi sur n'importe lequel de leurs quais ou de leurs plages, et je me sens à nouveau chez moi. Je suppose que vous faites de grands voyages, dit Ra, de plus en plus intéressé. Des mois et des mois sans revoir la terre ferme, les provisions qui s'épuisent, l'eau rationnée, tandis que vous communiez avec l'océan indomptable, et ainsi de suite. En aucune façon, répondit le rat de mer avec franchise. La vie que vous décrivez ne me conviendrait pas du tout. Je suis dans le cabotage, et nous perdons rarement la terre de vue. C'est le bon temps qu'on passe sur la côte qui m'attire, autant que n'importe quel trajet en mer. Oh, ces ports méridionaux, leur odeur, les lumières, la nuit venue, quel enchantement! Oui, vous avez probablement choisi la meilleure route et le meilleur mode de vie, dira, mais sur un ton qui restait vaguement dubitatif. Parlez-moi un peu de votre cabotage, si ça vous dit, et racontez-moi quel genre de souvenir un animal intelligent peut espérer rapporter chez lui afin d'embellir ses vieux jours par de glorieuses anecdotes racontées au coin du feu. Car ma vie à moi, je le confesse, me paraît aujourd'hui quelque peu étriquée dans ses horizons limités. Mon dernier voyage, se mit à raconter le rat de mer, qui m'a conduit jusqu'ici, parce que j'avais fondé de grands espoirs sur ma ferme dans l'intérieur des terres, est un bon exemple pour décrire ma vie mouvementée. Et il en est en quelque sorte le résumé. Cela a commencé, comme d'habitude, par des ennuis familiaux. Chez moi, le cône de tempête était hissé. Je me suis embarqué seul sur un petit bâtiment marchand en partance de Constantinople pour me rendre aux îles grecques et au Levant par les mers imprégnées de classicisme dont chaque vague fait revivre des souvenirs impérissables. Ce furent des journées d'or et des nuits embaumées. Tout le temps à entrer au port et à en sortir. Des vieux amis partout. Pendant les heures chaudes, la sieste dans quelque temple où règne la fraîcheur, ou dans les ruines d'une citerne. La bombance et les chansons après le coucher du soleil sous les étoiles, qui scintillent dans un ciel de velours. Nous avons ensuite viré pour remonter l'Adriatique, dont les rivages baignent dans une atmosphère d'ambre, de roses et d'aigues marines. Nous avons fait relâche dans de grands ports bien abrités. Nous avons erré à travers des cités antiques et prestigieuses, jusqu'au moment où, un beau matin, alors que le soleil se levait triomphalement derrière nous, nous sommes entrés dans Venise par un chenal d'or. Oh, Venise est une bien belle ville, dans laquelle un rat peut errer à sa guise et prendre du bon temps. Ou bien, quand il en est fatigué, il peut s'asseoir la nuit venue sur le bord du grand canal et festoyer avec ses amis à l'heure où l'air s'emplit de musique, le ciel d'étoiles, où tout s'éclaire, où les lumières se reflètent en vacillant sur les proues d'acier poli des gondoles qui ondulent sur l'eau, si rapprochées qu'on peut traverser le canal à pied sec en passant de l'une à l'autre. Et la nourriture. Vous aimez les coquillages? Bon, ne nous attardons pas sur ce sujet. Il resta un instant silencieux. Ra, fasciné, se taisait lui aussi. Il flottait sur des canaux de rêve. Il entendait un chant retentir bien haut entre des fantômes de murs léchés par les vagues. Finalement, nous avons à nouveau cinglé vers le sud, continua le rat de mer, en longeant la côte d'Italie jusqu'au moment où nous sommes parvenus à Palerme. Là, j'ai quitté le navire pour prendre sur la plage un long et heureux repos. Je ne m'attarde jamais longtemps à bord du même bateau. L'esprit se rétrécit, on s'encombre de préjugés. En outre, la Sicile est l'un de mes meilleurs terrains de chasse. J'y connais tout le monde, et les manières des gens me conviennent. J'ai passé dans cette île bien des semaines joyeuses, à séjourner avec mes amis à l'intérieur du pays. Quand j'eus de nouveau envie de bouger, j'ai profité d'un bateau marchand qui allait en Sardaigne et en Corse. J'étais très content de sentir à nouveau sur mon visage la brise fraîche et les embruns. Mais est-ce qu'il ne fait pas très chaud, étouffant en bas, dans la cale? Je crois que c'est comme cela que l'on dit, demanda Ra. Le navigateur le regarda en ébauchant un clin d'œil. Je suis un vieux marin, souligna-t-il avec beaucoup de simplicité. La cabine du capitaine est bien assez bonne pour moi. C'est une vie pénible à tout point de vue, murmura Ra, perdu dans ses réflexions. Pour l'équipage, oui, répliqua gravement le navigateur,
en ébauchant encore une fois un clin d'œil. Pour quitter la Corse, poursuivit-il, j'ai utilisé un bateau qui transportait du vin destiné au continent. Nous avons touché Alassio dans la soirée, nous avons hissé nos tonneaux sur le pont, nous les avons fait passer par-dessus bord, en les attachant les uns aux autres par un câble. Alors l'équipage est monté à bord des canots et a ramé jusqu'au rivage tout en chantant, avec en remorque la longue file de tonneaux qui dansaient sur l'eau comme une procession de marsouins. Sur la plage de sable, des chevaux attendaient. Ils ont halé les barriques en remontant les rues escarpées de la petite ville. Escalade pénible dans un tintement de sabots. Le dernier tonneau livré, nous avons été nous reposer et nous rafraîchir. Nous sommes restés là tard dans la nuit, à boire avec nos amis. Le lendemain matin, j'étais parti pour les grandes oliveraies afin d'y faire relâche et de m'y reposer. Jusque-là, je n'avais cessé d'être dans des îles. J'en avais assez des ports et de la navigation. J'ai donc mené une vie oisive parmi les paysans, restant couché à les regarder travailler, ou bien paraissant sur le sommet d'une colline, avec au loin, en contrebas, l'étendue bleue de la Méditerranée. À la longue, en partie à pied, en partie par mer, je suis arrivé à Marseille. Ce fut à nouveau la rencontre avec mes vieux camarades de mer, la visite des grands vaisseaux qui franchissent les océans, et encore la bombance. Parlez-moi de ces coquillages. C'est bien simple, il m'arrive de rêver des coquillages de Marseille et de me réveiller en larmes. Ça me fait penser à quelque chose, dira d'une manière fort civile. Vous m'avez dit tout à l'heure incidemment que vous aviez faim, et j'aurais dû vous en parler plus tôt. Bien entendu, vous restez déjeuner avec moi. Mon trou est tout à côté. Il est un peu plus de midi et vous êtes le bienvenu. Allons. Je peux dire que voilà une parole aimable et fraternelle, dit le rat de mer. Quand je me suis assis, j'avais en effet très faim. Depuis que j'ai eu l'imprudence de parler de coquillages, mes crampes d'estomac se sont beaucoup aggravées. Mais vous ne pourriez pas aller chercher le déjeuner? Je ne suis pas très emballé à l'idée de passer par des écoutilles, à moins d'y être contraint. Pendant le repas, je pourrais vous en dire davantage sur mes voyages et sur l'agréable vie que je mène. Du moins, elle est agréable pour moi. Mais l'attention que vous me portez semble indiquer que vous êtes du même avis. Alors que si nous allons à l'intérieur, il y a 9 chances sur 10 pour que je ne tarde pas à tomber profondément endormi. Excellente suggestion, dit Rat, qui se précipita chez lui. Là, il prit son panier à pique-nique, y plaça les éléments d'un repas frugal. Se rappelant les origines de l'étranger et ses préférences, il prit soin de prévoir une baguette de pain de fantaisie, un saucisson qui fleurait bon l'ail, un peu de fromage très fait et coulant, un fiasco au long col recouvert de paille qui contenait, mis en conserve, tout le soleil qui baigne les lointains coteaux du Midi. Ainsi chargé, il s'en retourna aussi vite qu'il le put. Les commentaires du vieux loup de mer sur son tact et son jugement, tandis qu'ils déballaient ensemble le panier et étalaient son contenu sur l'herbe au bord de la route, le firent rougir de plaisir. Quand le rat de mer fut quelque peu rassasié, il reprit le récit de son dernier voyage. Il conduisit son auditeur en Espagne, de port en port, lui fit faire escale à Lisbonne, à Porto, à Bordeaux, connaître les ports charmants de Cornouailles et du Devonshire, et remonter la Manche jusqu'à sa destination finale. Là, il avait débarqué enfin, après avoir longtemps essuyé des vents contraires, était entraîné par la tempête, battu par les éléments, et il avait décelé les signes magiques avant-coureurs d'un nouveau printemps. Dans un élan d'enthousiasme, il était parti pour une longue randonnée à l'intérieur des terres, impatient d'expérimenter la vie dans quelque ferme tranquille, très loin du mouvement des vagues dont il était là, quelle que fût la mer. Fasciné, tremblant d'émotion, Radeau avait suivi pas à pas l'aventurier par les baies houleuses, les rades encombrées de navires, les bancs de sable qui barrent l'entrée des ports, sur lesquels s'élance la marée en remontant les rivières sinueuses qui cachent leurs petites villes pleines de vie au détour d'un méandre. Il le laissa avec un soupir de regret installé dans sa petite ferme de l'intérieur, sur laquelle il n'avait rien envie d'entendre. À ce moment, le repas était terminé. Le navigateur, rafraîchi et réconforté, avait une voix plus vibrante. Son œil brillait d'une flamme semblant empruntée à quelque phare lointain. Il remplit son verre du rubis incandescent des vignobles méridionaux, et, se penchant vers Rat, le tint fasciné du regard pendant tout le temps qu'il parlait.
Ses yeux étaient du gris verdâtre strié de brume des bondissantes mers septentrionales. Dans le verre rougeoyait le cœur du midi qui battait pour lui, parce qu'il avait le courage de répondre à ses pulsations. Ces lumières jumelées, le gris changeant et le rouge immuable, prirent l'ascendant sur Ra et le tinrent paralysé, envoûté, sans réaction. Le monde paisible qui s'étendait en dehors de ces deux faisceaux était relégué très loin et cessait d'exister. Et le merveilleux récit se poursuivait. Était-il toujours parlé, ou bien s'entrecoupait-il de chansons? Celles que scandent les matelots halant l'ancre ruisselante, bourdonnement sonore des haubans dans le vent de nord-est, refrain du pêcheur sortant ses filets au coucher du soleil sous un ciel d'abricots, accords de guitare et de mandoline venant d'une gondole ou d'un caïque. Se muait-il en bruit du vent, léger comme une plainte, puis plus strident, plus furieux quand la brise fraîchit, s'élevant jusqu'à devenir un sifflement déchirant, s'affaiblissant ensuite pour se réduire à un filet d'air aux sonorités musicales qui s'échappent de la chute arrière de la voile gonflée. Tous ces bruits, celui qui écoutait sous le charme, croyait les entendre, et en même temps la complainte des mouettes et des goélands affamés, de doux roulements des vagues qui se brisent, la protestation chointée des galets. Puis c'étaient de nouveau des paroles, et, le cœur battant, il suivait les aventures à travers une douzaine de ports, les batailles, les évasions, les ralliements, la camaraderie, les engagements d'honneur, les îles où l'on cherche des trésors, la pêche dans les lagunes paisibles et la sieste tout au long du jour sur le sable chaud et blanc. Il entendit parler de pêche en mer profonde, d'énormes butins de poissons argentés dans des filets gigantesques, de périls soudains, du bruit des brisants par une nuit sans lune, de l'étrave du grand courrier qui se dessine au-dessus des têtes surgissant du brouillard, du retour joyeux à la maison, le cap doublé, les lumières du port perçant la nuit. Des groupes apparaissent confusément sur le quai, il y a des cris chaleureux de bienvenue, puis le bruit que font les haussières en entrant en contact avec l'eau. L'escalade pénible de la petite rue escarpée vers la lueur réconfortante des fenêtres aux rideaux rouges. Finalement, dans son rêve éveillé, il lui sembla que l'aventurier s'était levé, mais qu'il continuait de parler, sans cesser de le maintenir sous le regard de ses yeux gris de mer. « Et maintenant, disait-il d'une voix douce, je reprends la route. Je me dirige vers le sud. Je vais marcher dans la poussière pendant bien des journées interminables, jusqu'à ce qu'en fin de compte, j'atteigne la petite ville que je connais bien, qui s'étage au bord de la mer grise sur une pente rapide descendant vers le port. Là, à travers des passages sombres, vous apercevez des escaliers de pierre surmontés de grosses touffes roses de valériane et se terminant vers le bas par une trouée sur l'eau bleue qui scintille. Les petits bateaux amarrés aux anneaux et aux bites de la vieille digue sont peints de couleurs gaies comme ceux dans lesquels, au temps de mon enfance, je me laissais tomber, et d'où je ne pouvais sortir que par escalade. Le saumon saute la vague, des bancs de maquereaux brillants folâtrent le long des quais et des grèves. Par les fenêtres on voit nuit et jour glisser les grands vaisseaux regagnant leur mouillage ou se hâtant vers la pleine mer. Tôt ou tard, les navires de toutes les nations maritimes aboutissent à ce port. C'est là qu'à son heure, le bateau de mon choix viendra jeter l'ancre. Je prendrai mon temps, je resterai à attendre tant que celui qui me conviendra ne sera pas venu s'amarrer au milieu du chenal, chargé jusqu'à la ligne de flottaison, le nez pointé vers le large. Je me glisserai à bord, par un bateau ou en suivant une haussière. Et un beau matin, je serai réveillé par le chant et le pas lourd des matelots, le cliquetis du cabestan, le bruit métallique de la chaîne d'ancre qui s'y enroule joyeusement. Nous hisserons le phoque et la misaine, les maisons blanches du port défileront lentement devant nous, le bateau prendra son cap et le voyage sera commencé. Tandis qu'il courra sur son air vers la pointe, le bateau se revêtira de plus en plus de toile, et alors, une fois sorti du chenal, ce sera le clapotis sonore de la grande mer verte, tandis que, vent en poupe, nous cinglerons vers le sud. Et vous, mon jeune frère, vous viendrez aussi, car les jours passent et ne reviennent jamais, et le sud vous attend. Saisissez l'aventure,
Répondez à l'appel avant que l'instant irrévocable soit passé. Vous n'avez qu'à claquer la porte derrière vous, à faire un joyeux pas en avant, et vous avez quitté votre vieille vie pour entrer dans la nouvelle. Alors un jour, dans très longtemps, faites un saut, revenez vite chez vous si vous en avez envie, quand la coupe des plaisirs sera vide, quand la pièce aura été jouée, et asseyez-vous au bord de votre paisible rivière avec une provision de merveilleux souvenirs pour vous tenir compagnie. Vous pouvez me rattraper facilement sur la route, car vous êtes jeune, et moi, je prends de l'âge, je vais lentement, je flânerai, je regarderai derrière moi, et je finirai sûrement par vous voir arriver, plein d'ardeur et le cœur léger, la figure déjà illuminée par le soleil du midi. La voix s'affaiblit et finit par s'éteindre, comme le bourdonnement léger d'un insecte se perd dans le silence, et Rat, paralysé, regardant de tous ses yeux, ne vit plus bientôt qu'un petit point très loin sur la route blanche. Il se leva machinalement et se mit en devoir de ranger le panier de pique-nique, très soigneusement et sans hâte. Machinalement il regagna sa maison, réunit quelques objets utiles et des trésors auxquels il tenait particulièrement, les mit dans une sacoche. Il agissait avec lenteur, délibérément. Il se déplaçait autour de la pièce comme un somnambule. Il ne cessait de prêter l'oreille, les lèvres entr'ouvertes. Il fit passer la besace par-dessus son épaule, choisit soigneusement une canne solide pour le voyage, et sans se presser, mais aussi sans la moindre hésitation, il franchit le seuil au moment précis où Taupe s'encadrait dans la porte. « Eh bien, où t'en vas-tu donc, raton ?» demanda Taupe très surpris, en le saisissant par le bras. « Je m'en vais vers le sud, avec les autres, » murmura Rat, sans le regarder, sur un ton monocorde, d'un air rêveur. D'abord vers la mer, puis sur un bateau, et ensuite vers les rivages qui m'appellent. Il s'avançait résolument, lentement, mais avec obstination. Taupe, qui commençait à être sérieusement inquiet, se planta devant lui et le regarda droit dans les yeux. Il les trouva vitreux, d'une couleur qu'il ne reconnaissait pas, un gris changeant avec des striures. Ce n'étaient pas les yeux de son ami, mais ceux d'un autre animal. Il le saisit avec vigueur, l'attira à l'intérieur, le fit s'asseoir et le maintint solidement. Rat se débattit désespérément pendant quelques instants, puis ses forces parurent soudain l'abandonner. Il resta étendu immobile, épuisé, les yeux clos, tout tremblants. Taupe l'aida alors à se remettre d'aplomb. Il l'installa dans un fauteuil. L'autre s'y effondra, anéanti, replié sur lui-même, le corps agité de violents tremblements, avec de temps en temps des accès de sanglots hystériques qui ne s'accompagnaient pas de larmes. Taupe ferma bien la porte, jeta la besace dans un tiroir qu'il ferma à clé, et s'assit tranquillement sur la table à côté de son ami, attendant la fin de cette crise étrange. Rat sombra peu à peu dans un assoupissement entrecoupé de sursauts et de murmures qui restaient incompréhensibles pour Taupe, faute d'éclaircissement. Puis il s'endormit profondément. Très inquiet, il le laissa seul un instant pour aller vaquer à des occupations ménagères. La nuit tombait quand il revint dans le salon. Il trouva Rat là où il l'avait laissé, cette fois complètement réveillé, mais indifférent, silencieux, déprimé. Il hasarda un regard rapide sur ses yeux, et à son grand soulagement, les trouva limpides et d'un brun foncé comme ils avaient toujours été. Il s'assit alors, essaya de le réconforter et de l'aider à lui raconter ce qui s'était passé. Le pauvre raton fit de son mieux pour le lui expliquer peu à peu, mais comment traduire en mots, de sang-froid, ce qui n'avait résulté en grande partie que d'un phénomène de suggestion? Comment faire revivre, au bénéfice d'un auditeur, les voix de la mer qui l'avaient hanté? Comment reproduire la magie des souvenirs que le navigateur avait évoqués par centaines? Maintenant que le charme était rompu, que l'enchantement s'était dissipé, il éprouvait des difficultés à réaliser lui-même ce qui lui était apparu, quelques heures plus tôt, comme la seule raison de vivre. Rien d'étonnant par conséquent à ce qu'il ne réussit pas à donner à Taupe une idée bien nette de ce qu'avait été sa journée. Pour Taupe, une chose était claire. La crise était passée, son ami avait recouvré la raison, il était simplement secoué et déprimé par la réaction consécutive.
mais il semblait avoir perdu tout intérêt pour les choses qui devaient constituer sa vie quotidienne. De même que pour l'agréable anticipation des changements qui allaient survenir et des occupations qu'allait apporter la nouvelle saison. Sans avoir l'air de rien, et en feignant l'indifférence, Taupe orienta la conversation sur la moisson qui commençait, les charrettes chargées bien haut, et les efforts déployés par les attelages, les meules qui s'élèvent, la lune qui monte au-dessus des terres à présent nues et parsemées de gerbes. Il parla des pommes qui rougissent aux alentours, des noix qui brunissent, des confitures, des conserves, des liqueurs qui se préparent, jusqu'à ce que, par étapes, il fût parvenu au cœur de l'hiver, avec ses plaisirs réconfortants, la vie douillette dans la maison. Arrivé là, il devint tout simplement lyrique. Ras s'assit peu à peu et se joignit à lui. Ses yeux tristes se mirent à briller. Il perdit un peu de son air indifférent. Plein de tact, Taupe s'éclipsa un instant avec un crayon et quelques demi-feuilles de papier qu'il déposa sur la table près du coude de son ami. « Cela fait bien longtemps que tu ne nous as pas écrit de poème, lui fit-il remarquer. Tu devrais essayer ce soir, au lieu de ruminer toutes ces histoires. J'ai comme une idée que tu te trouveras beaucoup mieux quand tu auras écrit ne serait-ce que quelques vers. » Rat écarta le papier avec lassitude, mais le discret Taupe profita de l'occasion pour quitter la pièce. Quand il jeta un coup d'œil, un petit moment plus tard, Rat était plongé dans son travail et sourd au monde extérieur. Il griffonnait et suçait le bout de son crayon alternativement. Il serait exact de dire qu'il suçait beaucoup plus qu'il ne griffonnait, mais c'était une grande joie pour Taupe de voir que le traitement avait au moins commencé.